Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir dans vos maisons partout où nous suivez pour ce nouveau numéro. C'est le mois de la femme. Il faut franchir le pas de l'égalité entre l'homme et la femme en 2030, 50-50. Maintenant, nous devons parler d'un aspect qui est la planification familiale. Où en sommes-nous en RDC par rapport à la planification familiale pour prétendre avoir l'égalité des sexes en 2030? C'est la raison pour laquelle nous allons parler d'un thème, l'égalité des sexes en 2030, la planification familiale, l'un des facteurs clés en RDC. Et pour parler de ce grand thème, nous sommes accueillis chez DKT, qui est une ONG spécialisée en planification familiale. Et là, je veux tout de suite vous présenter mon invité de ce jour. Bonjour Madame Mami Kassai. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre magazine. Merci bien. Nous allons entrer dans notre vif du sujet, qui est d'aborder est-ce que la planification familiale est un facteur clé pour qu'en 2030, la femme puisse prétendre être égale à l'homme en République démocratique du Congo. Ma première question, Madame Mami, nous connaissons DKT. Est-ce que vous pouvez nous présenter DKT en quelques mots? DKT, c'est une ONG internationale qui travaille, qui œuvre dans le domaine de la santé et de la reproduction, avec un accent particulier sur la planification familiale, la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre les hémorragies du postpartum. Madame Mami, pouvez-vous maintenant vous présenter? Qu'est-ce que vous faites comme travail à DKT et quelle est votre fonction? À DKT, je suis coordinatrice de formation. Et qui dit coordinatrice de formation, donc je suis là pour renforcer les capacités des prestataires cliniques, infirmiers, médecins, dans le domaine du travail de DKT. Je suis là pour renforcer les capacités aussi des prestataires communautaires, que nous appelons généralement les relais communautaires, et les prestataires en pharmacie. Très chers téléspectateurs, Madame Mami Kassai a présenté DKT. Madame Mami Kassai a présenté le travail qu'elle fait au sein des DKT ainsi que sa fonction. Si vous nous prenez de cours, nous allons parler de l'égalité de sexe en 2030. La planification familiale, un élément clé pour prétendre l'égalité de sexe en RDC. Nous allons poser la question à notre invité de ce jour. Madame Mami, pouvez-vous nous parler de la planification familiale? Qu'est-ce que nous devons comprendre par planification familiale? Oui, la planification familiale, d'une façon simple, nous pouvons comprendre comme étant la programmation de la survenue des naissances. Ça peut être chez un individu ou dans un couple. Ça fait à l'idée que les individus et les couples peuvent décider librement, volontairement, du nombre d'enfants à avoir et du moment d'avoir ces enfants. Et comme dans notre pays, la politique de la planification familiale, c'est l'espacement des naissances, donc nous avons encore cette liberté de décider du nombre d'enfants et des moments de les avoir. Très chers téléspectateurs, Madame Mami nous explique que la planification familiale, c'est le fait de programmer les naissances au temps voulu et convenable. Très chers téléspectateurs, une question nous vient en tête. Dans nos us et coutumes, avoir des enfants, de nombreux enfants, est une richesse. Mais je m'aimerais poser ma question à notre invité. Par rapport à la coutume, par rapport aux us, est-ce que cela ne freine pas cet aspect richesse en ayant beaucoup d'enfants? Qu'est-ce que vous pouvez dire, Madame Mami? D'abord, je vais dire ici, comme nous venions de définir la planification familiale, en RDC, on n'interdit pas quelqu'un à avoir le nombre d'enfants voulus. Mais je veux revenir vraiment sur cette question pour dire que nous devons voir les contextes dans lesquels nous évoluons. Les us et coutumes, c'est notre culture. Mais dans quel contexte évoluaient nos grands-parents et dans quel contexte nous évoluons aujourd'hui? Nos grands-parents étaient presque dans un contexte où l'agriculture primait aussi. Et quand un couple a beaucoup d'enfants, c'est une bonne main-d'œuvre pour les champs, pour la production. Et quand on produit beaucoup, on vend beaucoup, on a des richesses. On peut confirmer cette affirmation par rapport à l'époque de nos grands-parents qui vraiment insistaient sur cette affirmation. Mais dans notre contexte actuel, nous ne sommes pas au village, nous sommes en ville. Tout le monde n'a pas de portion de terre. Tout le monde ne mettra pas les enfants pour la production. La production pour nous aujourd'hui, c'est d'abord assurer l'encadrement de ces enfants, assurer la prise en charge de ces enfants. Et quand ils sont instruits, ils sont épanouis, on peut espérer qu'ils seront une bénédiction pour les parents. Ils seront une richesse pour nous. Donc, ils seront une main-d'œuvre productive, mais
avant tout, il faut les encadrer. Il faut qu'ils soient instruits, qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent évoluer et que nous puissions donner de bons fruits au pays pour dire que c'est la richesse même du pays. La planification familiale, très chers téléspectateurs, comme vient de le dire Madame Kassaï, c'est pour avoir des enfants qui pourront à leur tour bénéficier d'une bonne éducation et après, eux aussi, participer au développement socio-économique de la RDC. Très chers téléspectateurs, passons dans le vif du sujet, planification familiale et contraception selon des qualités. Nous allons poser la question à notre invité de ce jour. Quels sont les bénéfices ou bien comprendre la planification familiale? Quel est l'impact de l'espacement des naissances sur une femme ou sur un couple? Quel est l'impact sur le bien-être de la santé de la femme? Le fait de limiter les naissances, d'espacer les naissances. Nous aimerions comprendre cela. Et partant de ça, comme on veut dire que la planification familiale, c'est la clé. Là, je vais d'abord mettre l'accent sur l'impact de cette planification familiale par rapport à ce développement. Je vais ici confirmer que la planification familiale, c'est un facteur clé de développement. Pourquoi? Parce que la planification familiale pour la femme, ça permet à la femme de concilier la maternité et le travail, s'il vous plaît. Donc, la femme peut bien évoluer dans les milieux professionnels et accoucher sans déranger les milieux professionnels, sans déranger sa productivité. Donc, elle peut dire que j'aurai un enfant dans 2 ans, et elle aura l'enfant dans 2 ans, il n'y aura pas une maternité brutale qui va perturber son travail. Donc, nous disons qu'en permettant cette femme-là à espacer ses naissances, elle peut être productive, elle peut contribuer au développement, elle peut travailler comme un homme pendant plusieurs années sans avoir une maternité qui lui arrive d'une façon non désirée. Donc la planification familiale, c'est vraiment un facteur de développement parce que ça permet à la femme de concilier la maternité et son travail. C'est la qualité des personnes qui se trouvent dans la... Voilà. Tout à fait. Donc on peut dire on est autant de millions, mais dans ces millions-là, combien construisent, voilà. Combien détruisent? C'est ça. Donc c'est pour dire que la planification familiale, c'est un facteur clé de développement. Par rapport à la femme d'abord elle-même qui s'épanouit comme l'homme, par rapport au pays qui va avoir de la main-d'œuvre de qualité, et il n'y aura pas de gens qui vont détruire son pays, mais tout le monde met dans la main où là où vous êtes, vous essayez de construire les pays. Donc voilà en bref l'importance de la planification familiale. Si nous pouvons regrouper les éléments clés qui viennent d'être présentés par Madame Mami Kassaï, 1. La planification familiale est importante pour la femme, sa sécurité, avoir les enfants. Première naissance, la naissance qui doit suivre, c'est 2 ans après. Donc, santé mentale de la mère, sa santé sanitaire, sa santé psychologique et l'enfant, l'éducation de l'enfant est très bien assurée, très bien encadrée et l'homme aussi est bien encadré parce qu'il a une famille de qualité. Bref, pour le pays, des personnes de qualité, des enfants aimés parce qu'ils viennent, parce qu'ils sont programmés et avec beaucoup d'amour. Madame Mami, et là j'en profite pour poser une question. La planification familiale, c'est la femme. Mais quelle est la place de l'homme dans ce processus? Nous avons l'impression que la planification familiale, c'est seulement la femme. Parce que c'est elle qui tombe enceinte, la grossesse, c'est elle où la grossesse se développe, c'est elle qui va accoucher, c'est elle qui va allaiter. Elle a beaucoup de fonctions dans la reproduction. Et la plupart aussi des moyens pour respecter la programmation sont pour la femme. Mais je vais dire ici que la première personne aussi concernée qui doit s'impliquer, c'est l'homme. Donc l'homme doit vraiment s'impliquer dans la planification familiale parce que c'est lui le chef de la famille, c'est lui qui encadre la famille, les charges sont chez lui, donc lui aussi est impliqué dans la planification familiale aussi bien que la femme. La femme, bien sûr, directement concernée parce que c'est elle qui se modifie, mais l'homme aussi, en tant que chef de la famille, doit être impliqué dans la planification familiale pour l'unité de sa famille et l'harmonie conjugale. Très chers téléspectateurs, nous allons poser une question à Madame Mami Kassaï. Quelles sont les personnes éligibles à la planification familiale? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question en termes d'âge. Je ne sais pas comment vous dites que telle personne est éligible à la planification familiale. À prime abord, nous avons l'intention de dire que c'est l'homme ou la femme en âge de procréer. Parce qu'ils sont en train de procréer, ils doivent planifier. Ça, vraiment à prime abord. Mais moi, je dirais ici que toute personne humaine qui est capable de tomber enceinte ou de donner une grossesse est aussi concernée par la planification familiale. Parce qu'aujourd'hui, le futur géniteur, ce sont les adolescents, les jeunes. Souvent, nous les négligeons.
Nous nous occupons de ceux qui sont en train de procréer pour planifier, mais nous négligeons cette tranche d'âge aussi importante. Et nous disons que c'est l'avenir de demain. Mais l'avenir de demain dépend de ce qu'on aura fait de cette jeunesse. Si on les laisse comme ça, sans encadrement, quel adulte allons-nous former demain? Donc ils ont aussi droit aux informations sur la planification. Toute personne en âge de procréer est éligible. Et je vais encore, parce que souvent quand on dit la personne en âge de procréer, on exclut les jeunes et les ados. Et je vais dire que les jeunes aussi sont concernés. Ils ont droit à l'information et les adolescentes. Parce que toute personne a droit à l'information. Mais l'utilisation de l'information dépend de chacun à quel moment opportun il peut utiliser l'information. Et nous voyons aujourd'hui que plus de 23% des filles de 15 à 19 ans accouchent. Les accouchements viennent d'eux. Donc la preuve, ils peuvent aussi tomber enceinte d'une façon non désirée. Et il y a un taux très élevé d'avortement dans ces milliers. Alors nous allons former quel genre de jeunesse? Donc nous devons aussi encadrer nos adolescentes et nos jeunes, leur donner suffisamment d'informations, quitte à utiliser au moment opportun. Donc c'est comme ça que je peux englober les gens qui sont éligibles par rapport à la planification familiale. Très chers téléspectateurs, c'est un sujet qui nous touche à cœur parce que quand vous longez les rues de Kinshasa, vous trouvez des enfants à l'extérieur, communément appelés les enfants de la rue. Madame Mami Kassaï l'a si bien dit, la rue n'a pas d'enfants, ces enfants proviennent d'une famille. Si la planification familiale a été respectée, peut-être n'aurions-nous pas ce phénomène qui se développe. Et là, nous allons passer à la planification familiale et savoirs populaires. Quels sont les savoirs populaires dans la communauté par rapport à la planification familiale? Et il y a eu une série de questions. Nous avons tenté de nous promener à travers les communes de la ville de Kinshasa pour avoir les questions des différentes personnes sur ces sujets. Et là, très chers téléspectateurs, vos questions que vous nous avez données, nous allons poser à Madame Mami Kassaï, qui est spécialiste dans ces domaines. Donc nous sommes très heureux parce que Madame Mami Kassaï va nous aider à répondre à ces questions. D'accord. Madame Mami Kassaï, avant d'y entrer, il y a deux questions que je vais vous poser. Ouais. Entre la planification familiale et la contraception, qu'est-ce qui inclut l'autre? Ça, c'est ma première. Ouais. Et puis de deux, quelles sont les méthodes contraceptives pour mettre en application la planification familiale? Merci beaucoup. Comme nous avions dit au début, la planification familiale, c'est cette programmation de la survenue des naissances. Donc, nous disons, j'aurai par exemple 10 enfants, mais voilà les échéances pour avoir ces enfants. Mais comment réussir cette programmation? Vous voyez, j'ai dit, je suis en 2016, j'aurai un enfant peut-être en 2018. Mais comment arriver sans avoir une grossesse? C'est là où intervient la contraception. Donc, la contraception, c'est comme on dit, contre la grossesse. Et je dois avoir les moyens qui doivent me permettre de réussir ma programmation. C'est là où intervient maintenant la contraception. Et nous disons qu'il y a des méthodes contraceptives, des moyens ou des techniques permettant à l'individu, au couple, d'éviter la grossesse au moment où il ne peut pas tomber enceinte. Et donc, la contraception est inclue dans la planification familiale. La contraception, c'est l'une des composantes de la planification familiale. Parce que comme nous sommes à la planification familiale, il y a plusieurs composantes. On peut faire la contraception, on peut faire aussi la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida. On peut aussi faire la lutte contre la stérilité, aider quelqu'un qui n'a pas d'enfant à avoir aussi un enfant. Et nous devons sensibiliser la communauté. Donc la contraception fait partie de la planification familiale. C'est même ça qui vient aider la personne à réussir sa planification. Et les méthodes contraceptives, il y en a beaucoup. Il y a des méthodes traditionnelles que nous ne prenons pas parce que c'est difficile d'en trouver, comme des séparations des lits, des séparations des corps, des ficelles magiques, des placentas renversées. Donc beaucoup de méthodes, l'allaitement maternel, les coïts interrompus, tout ça ce sont des méthodes traditionnelles, mais que nous ne prenons pas beaucoup parce que c'est difficile dans ces contextes que les gens puissent l'utiliser actuellement. Mais il y a des méthodes aussi modernes. Et dans les modernes, il y a des méthodes naturelles où nous n'ajoutons rien. Il n'y a pas un apport extérieur par rapport à la femme, mais nous apprenons à la femme seulement à reconnaître les signes de fécondité,
et éviter les rapports sexuels pendant ces signes de fécondité. Ce sont des méthodes naturelles. Donc, nous pouvons lui dire de faire les méthodes d'auto-observation. Elle peut observer sa glaire cervicale, elle peut observer sa température, elle peut observer les changements de son col pour savoir est-ce la période où je tombe enceinte ou la période où je ne tombe pas enceinte. On peut lui donner aussi la méthode des jours fixes. On lui donne un collier qu'elle va suivre. On va lui expliquer comment suivre ces colliers pour ne pas tomber enceinte. Et il y a aussi la MAMA, une méthode de l'allaitement maternel, mais modernisée parce que ça ne fait que 6 mois. Après 6 mois, maman arrête cette méthode, mais elle continue l'allaitement. Elle change de méthode contraceptive. Et en dehors des méthodes naturelles où il n'y a pas un apport extérieur, la femme reconnaît seulement les signes de fécondité et fait une abstinence sexuelle pendant ces signes. Il y a aussi des méthodes que nous appelons méthodes artificielles. Là, il y a un apport extérieur pour que la femme puisse ne pas tomber enceinte. Et là, nous avons plusieurs méthodes telles que celui-là. Là, c'est les stérilets. Les stérilets, oui. Les dispositifs intra-utérins, c'est les stérilets. Et quand nous mettons ça dans la matrice, et quand ce n'est pas une intervention chirurgicale, nous passons par le canal vaginal et nous déposons dans la matrice. Et quand nous déposons dans la matrice, la femme peut faire 10 ou 12 ans. Il faut passer par le canal vaginal. Oui, ce n'est pas une intervention chirurgicale. Voilà. En quelques minutes, on a déposé. Et quand on dépose ça, la femme fait 10 ou 12 ans sans tomber enceinte. Mais elle retire ces dispositifs à n'importe quel moment qu'elle veut tomber enceinte. Nous retirons, elle tombe enceinte. C'est elle qui retire ou bien elle revient vers le prestataire. Donc c'est le prestataire, l'hôpital. Oui, c'est à l'hôpital que ça se fait. À l'hôpital, oui. Et en dehors de ça, nous avons aussi des injectables. Donc les injectables, là c'est ça, après, là c'est des propres vrais. Ce sont les injectables pour 3 mois. Nous avons aussi des injectables qui protègent pendant 2 mois. Donc il y a des injectables pour 3 mois et injectables pour 2 mois. Donc précision, ce n'est qu'à l'hôpital qu'on fait ça. À l'hôpital. Donc pas dire aux téléspectateurs, non, vas-y, mets-toi, tu vas le faire comme si tu le fais toi-même. Non, les implants, on les met à l'hôpital. Il y a les implants pour 3 ans, implants pour 5 ans. Il y a aussi des implants qui, dans le temps, on avait des implants pour 7 ans, mais actuellement, on n'en a plus parce qu'on ne fabrique pas ça. Mais là, actuellement, nous avons l'implant pour 5 ans et pour 3 ans. Là, c'est à l'hôpital aussi. Et en dehors de... Vous avez les implants ici? Donc, là, il y a pas des centaines d'implants. Et en dehors des implants, nous avons aussi des pilules. Ça, c'est la marque de DKT, marque à l'aise. Donc, quand vous voyez un produit emballé sur la marque à l'aise, c'est la marque de DKT. Et là, ce sont des pilules. La femme va prendre ça, un comprimé par jour, jusqu'à ce qu'elle voudra tomber enceinte, elle laisse. Donc elle prend ça chaque jour. Chaque jour. Et en dehors de ça, nous avons aussi les préservatifs que nous donnons, la marque OK, c'est aussi la marque de DKT. Donc le préservatif OK, c'est la marque de DKT. Donc le préservatif OK, c'est la marque de DKT et tous les produits contraceptifs à l'aise, c'est la marque de DKT. Madame Mami, comment savoir que telle méthode est bonne pour une personne et l'autre n'est pas bonne? Par exemple, prendre la pilule, comment? Il y a des examens qu'on doit faire? Oui. Au début, je disais que par rapport à mon travail, c'est pour sécuriser les clients. C'est-à-dire quand une cliente va ou un client va pour une méthode contraceptive, il doit trouver des gens compétents, des gens bien formés qui doivent les prendre en charge. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit à la population que les méthodes contraceptives, ce sont des médicaments. Et comme ce sont des médicaments, on ne peut pas aller les prendre n'importe où, parce que ce sont des médicaments. Alors, il faudrait que vous soyez consulté à l'avance, un prestataire bien formé vous donne et vous continuez maintenant à poursuivre votre méthode. Donc, il ne faudrait pas que les méthodes contraceptives se donnent n'importe comment, se vendent n'importe comment, et que parce que moi j'utilise telle méthode, mon ami va lui dire non, il faut une consultation au préalable par des personnes bien formées. On vous consulte et après on peut dire voilà, cette méthode est mieux pour vous. Le choix est libre. Moi, je vais choisir ce que je veux. Mais avant d'utiliser, les prestataires doivent me faire une consultation et dire si je peux l'utiliser ou si je ne peux pas l'utiliser. Très cher téléspectateur, il est important parce que la question a été posée à Madame Mami Kastaï. Elle est en train de nous présenter les méthodes contraceptives. Elle a parlé des méthodes traditionnelles. Mais là, nous sommes maintenant dans les méthodes modernes, artificielles. Et là, maintenant, elle va nous parler de l'implant. Allez-y, Madame Mami. Oui, je disais que parmi la gamme de méthodes, la femme congolaise a vraiment une liberté de choix. Une liberté de choix. Si vous pouvez exposer devant la caméra. Une liberté de choix, parce qu'en dehors du dispositif intra-utérin que j'avais montré, il y avait des injectables et maintenant, je tiens là l'implant. Et j'avais dit que pour le moment, nous avons 2 types d'implants. L'implant qui protège pendant 3 ans
et l'implant qui protège pendant 5 ans. Tel que l'implant que je tiens là-bas, c'est la Jadelle. Cet implant-là protège pendant 5 ans. Et la femme retire aussi cet implant. À tout moment qu'elle veut tomber enceinte, elle vient, nous retirons et elle tombe enceinte et elle peut avoir sa maternité. Après l'accouchement, elle revient encore. Si elle veut l'implant, on donne l'implant. Si elle veut une autre méthode, elle choisit une autre méthode parce qu'il y a vraiment une large gamme de méthodes qu'elle peut choisir. Tout à fait. Alors, et tout ça, ce sont... Ouais. Dans la boîte, cette boîte-là, qu'est-ce que nous retrouvons? Ouais. Comme je disais que la marque de DKT c'est à l'aise, j'ai montré les premiers à l'aise, c'est la pilule contraceptive qu'elle prend tous les jours un comprimé. Alors, la laisse que je tiens là-bas, ce n'est pas une méthode contraceptive régulière. Parce que tout ce que je venais de citer, la femme le prend régulièrement. Mais celle-là que je tiens tout à l'heure, là, à l'aise, c'est une contraception, nous appelons contraception d'urgence. C'est-à-dire que ça, nous faisons cette pratique après un rapport sexuel non protégé et douteux. Les couples doutent que c'est peut-être une grossesse peut arriver, ils peuvent venir prendre une contraception d'urgence. Mais notre pays nous autorise dans beaucoup de cas, par exemple en cas de viol, automatiquement on doit donner la contraception d'urgence. En cas de déchirure de préservatif, par exemple, l'échec de notre méthode, nous pouvons donner aussi la contraception d'urgence. En cas où il y a une malformation de l'enfant, on sait que pardon, je ne voulais pas de malformation. L'état général de la mère, on sait que la mère est vraiment, ne peut pas porter une grossesse, ne peut pas risquer une grossesse et qu'elle a fait un rapport sexuel, elle doute un peu, on peut se donner la contraception d'urgence. Et je voulais citer que la contraception d'urgence ne fait pas un avortement. Si la grossesse est déjà là, ça reste jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement, ça n'interrompt pas la grossesse. Ça n'interrompt pas la grossesse. Mais c'est lorsqu'on a fait un rapport sexuel et que 5 jours ne sont pas encore écoulés que nous pouvons agir. Après 5 jours, on n'agit pas. Parce qu'à ce moment-là, si une grossesse peut s'installer, on ne peut pas agir. Donc, nous agissons avec ça dans les 5 jours qui suivent un rapport sexuel dont nous doutons. Soit rapport sexuel inceste, soit un viol, soit un plaisir qui s'est déchiré, soit l'état général de la mère n'est pas bon, alors nous pouvons agir. Mais le principe, c'est que plus tôt on agit, la méthode est plus efficace. C'est-à-dire que les 3 premiers jours qui suivent le rapport sexuel, c'est très efficace par rapport au 4e et au 5e jour. Mais nous allons jusqu'au 5e jour, mais les 3 premiers jours, c'est très efficace par rapport au 4e et au 5e jour. Donc, l'efficacité de la contraception d'urgence diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du rapport. Et là, pour s'en en procurer, il faut aller dans une pharmacie ou bien aller à l'hôpital chez les prestataires? Les pharmacies formées par DKT vendent ça aussi. Les relais communautaires formés par DKT en vendent et à l'hôpital on vend ça aussi. Très chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à poser vos questions. Nous vous avons rencontrés sur les nombreuses rues de Kinshasa. Vous nous avez appelé par téléphone, vous nous avez contacté par email et là nous allons poser vos questions à une experte dans ce domaine, une spécialiste, Madame Mami Kassaï. Ma première question, je vais la lire. La première question nous parvient de Madame Bernadette Amassina. Madame Bernadette Amassina dit ceci: la contraception est une incitation de nos jeunes filles à des relations sexuelles. Or, elles doivent attendre jusqu'au mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, elle a peur, en parlant de contraception, vous êtes en train d'inciter leurs enfants à la débauche. Merci beaucoup, Maman Bernadette. Très contente d'avoir ta question. C'est l'impression que nous avons. Nous, les parents, nous avons l'impression que quand un enfant est au courant de la planification familiale, on va l'inciter à faire des rapports sexuels. Mais je vais la rassurer que ce n'est pas ça. La preuve, je viens de le dire, que le taux de grossesse est très élevé dans les milieux de nos enfants. Il y a beaucoup de filles mères, il y a beaucoup d'avortements dans leur milieu. La preuve qu'ils ne connaissent pas la planification familiale. La preuve qu'ils n'utilisent pas les méthodes de planification familiale. Parce que s'ils utilisaient ces méthodes, les parents ne sauront même pas qu'ils font le rapport sexuel parce qu'ils ne seront pas enceintes. Donc c'est pour dire que nous devons encadrer les enfants, Maman Bernadette. Nous devons encadrer les enfants, leur parler clairement de la sexualité. Parler de sexualité à l'enfant ne veut pas dire initier au rapport sexuel. Non, c'est différent. Lui dire les modifications qu'elle a signifient quoi, les règles qu'elle a signifient quoi, l'homme, les garçons, les modifications signifient quoi, pour qu'ils puissent prendre des précautions. Nous devons leur parler.
Je sais que c'était un tabou, Maman Bernadette, par rapport à notre culture, mais les contextes actuels, les enfants, même si on ne parlait pas, ils ont beaucoup, la technologie a évolué, ils ont beaucoup de Internet, voilà. WhatsApp, Voilà. Donc il faut lui parler clairement pour qu'il prenne des dispositions. Nous ne pouvons pas attendre qu'elle puisse tomber enceinte et puis nous commençons à nous dire à faire ceci. Non. Seconde question, cette question nous provient de M. Lukoki Amatete. M. Lukoki Amatete a posé cette question. Donc c'est plus une observation. Vous ne trouvez pas que seul l'homme dans un couple doit avoir le droit de contrôler sa femme? Si nous ouvrons la brèche des méthodes contraceptives, ça permettra à la femme de se méconduire quand elle veut. Donc, il veut dire en résumé, en présentant les méthodes contraceptives à la femme, sa femme pourra aller voir un autre homme et au lieu de tomber enceinte, elle sait que je vais prendre tel produit. Vous ne trouvez pas que M. Lukoki a raison d'avoir peur? Merci beaucoup, Papa Lukoki, pour cette préoccupation, mais je vais te calmer pour te dire que l'infidélité, c'est quelque chose de volonté. Une femme peut ne pas avoir la contraception. Si elle est décidée d'être infidèle, elle le sera. C'est question de volonté, c'est question d'éducation, c'est question aussi de non-encadrement peut-être de cette femme par rapport au respect de son lit conjugal. Donc ce n'est pas la contraception qui peut amener la femme à faire n'importe quoi, mais c'est question d'esprit. Quand c'est déjà dans l'esprit de la femme, elle peut être mariée, elle veut souiller son lit conjugal, elle le fera. Mais c'est question d'esprit. Et quand on travaille l'esprit de cette femme, elle ne fera pas ça. Et pour calmer encore le code, quand la femme vient en planification familiale, nous ne donnons pas seulement les méthodes, nous sommes aussi des conseillers conjugaux. Nous leur parlons de cette fidélité. Nous leur parlons aussi d'éviter les multiples partenaires avec d'autres conséquences. Et c'est toute cette conséquence où toi-même, la femme, tu vas depuis ta maison par tes propres mains. Donc, que papa le couple soit tranquille, qu'elle ait confiance à sa femme, qu'elle l'autorise à prendre la planification familiale, c'est pas ça qui va l'amener à faire l'infidélité. Vanessa, étudiante, elle pose cette question. Il nous est difficile de parler contraception sans qu'on soit pointé du doigt. Comment faire pour que, dans la communauté à laquelle nous appartenons, nous puissions nous exprimer librement sans tabou? Elle est étudiante, Vanessa. Merci, Vanessa. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a dit qui est éligible, nous pensons directement aux adultes et nous négligeons la jeunesse. C'est ce que je disais. Donc la jeunesse est négligée. Et même nous, en tant que prestataires de soins, quand les jeunes arrivent, nous les stigmatisons. Donc nous les pointons du doigt. Mais toi, tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et maintenant, c'est notre rôle aussi en tant que formateur de former les prestataires, de changer la mentalité, de changer cet esprit, d'encadrer la jeunesse. Quand un jeune vient à l'hôpital, il faut lui donner des soins conviviaux aux jeunes. Quand un jeune vient à l'hôpital, il faut profiter de ces jeunes pour lui parler de beaucoup de choses parce qu'il va les répercuter chez les autres. Donc nous devons sauver notre jeunesse aussi. Et je vais dire à Vanessa qu'elle évolue dans un contexte où ce n'est pas encore clair. On a défini qu'est-ce qu'on doit faire pour les jeunes en matière de contraception. Mais je sais que bientôt, on aura des lois pareilles par rapport aux jeunes et que les prestataires de services seront aussi vraiment calmes pour travailler avec les jeunes. Mais ce que nous devons faire, on ne peut pas croiser les mains, c'est former les prestataires dans les soins conviviaux aux jeunes. Ne pas stigmatiser les jeunes, mais les recevoir et leur parler pour les sauver aussi. Prestataires de soins, vraiment, soyez conviviaux par rapport aux jeunes parce que c'est très sérieux. Et là, nous avons Madame Judith, secrétaire de direction. Ouais. Elle dit ceci: les contraceptifs pharmaceutiques comportent beaucoup de risques. Seule la contraception naturelle est une sécurité pour la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Maman Judith. Bon, la contraception naturelle, comme j'ai dit, il n'y a pas un apport extérieur. On n'ajoute rien. La femme reste naturelle et elle observe seulement les temps d'abstinence. Mais alors que l'artificiel nous ajoute des artificiels, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Et c'est comme ça que je dis que les prestataires doivent être formés pour sélectionner correctement. Parce que s'il n'est pas formé, il peut donner à n'importe qui et causer aussi des problèmes. Mais quand le prestataire est bien formé, il va bien sélectionner, ça ne va pas causer des problèmes ni d'ennuis. C'est le contraire qui pose des ennuis où le prestataire n'est pas formé, où il va prendre en pharmacie sans consultation, il peut avoir des ennuis. Mais quand il est bien consulté, il n'y a pas d'ennuis. Et en comparant avec les naturels, elle peut avoir, parce que les naturels, il n'y a pas d'effet secondaire, alors que les artificiels peuvent avoir quelques effets indésirables. Là, c'était Madame Judith. Madame Mamie vient de répondre à Madame Judith. Il y a Monsieur Jean Alimété qui dit ceci: les pilules et les implants comportent des risques pour la santé de la femme. Ils peuvent causer le cancer. Monsieur Jean. Merci, Monsieur Jean. Ça, ce sont des rumeurs.
ce sont des rumeurs, ce sont des informations non vérifiables. Et je veux lui dire que les implants, ils sont utilisés à travers le monde. Si c'était seulement en Afrique, nous on allait aussi refuser en tant que prestataire. Mais le fait que tout le monde l'utilise, c'est que c'est bien sécurisé, c'est bien étudié. L'OMS est là pour étudier ça tout, donc c'est bien suivi. Et il doit être en sécurité pour dire quand on met l'implant, ça ne peut pas causer des cancers. Et quand nous sommes formés, nous savons qui peut utiliser l'implant, qui ne peut pas utiliser l'implant. Qui ne puisse pas se confier n'importe où, il doit voir là où quelqu'un est formé et il aura de bons soins. Là, c'est M. Ridi qui pose sa question depuis Ngaba. Dans notre commune, le taux de grossesse non désiré chez les jeunes filles est très élevé. Et les moyens financiers pour se procurer les contraceptifs pharmaceutiques sont presque inexistants. Comment faire pour aider ces jeunes filles? Merci beaucoup, M. Ridi Ngaba. Oui, le taux de grossesse est élevé, pas seulement Ngaba, c'est à travers le pays, comme on venait de le dire. Malheureusement, c'est aussi une population qui est peut-être étudiant, qui est peut-être élève. Ils n'ont pas assez de moyens pour se procurer des contraceptifs. Mais je vais lui dire qu'ils ne puissent pas avoir peur, qu'ils partent dans les centres. Ces contraceptifs ne coûtent pas cher. C'est vraiment à un prix où tout le monde peut l'avoir sans problème. Et s'il a beaucoup de difficultés, il peut même venir à Décaté nous voir. On va voir ce qu'on peut faire pour lui. Mais dans toutes les structures, ces produits ne sont pas très exorbitants. Et comme ils sont en Ngaba, il y a aussi des cliniques en Ngaba où il peut aller, où il verra que c'est vraiment des services où tout le monde peut accéder. Là maintenant, nous passons à l'observation de frère Enoch Alemba. Les ONG nous aident, mais nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils nous incitent dans la débauche et le péché. Merci beaucoup. Merci Enoch. Je vais dire ici que la planification familiale n'est pas profane. La planification familiale ne profane pas les Écritures saintes. La planification familiale est en ordre et vraiment en relation avec la parole de Dieu. Parce que quand on planifie, on se repose. Quand on planifie, on maîtrise la fécondité. Quand on planifie, on apprécie les enfants qu'on doit prendre en charge. Et ça nous permet la prise en charge correcte, comme veut notre Seigneur. Et je vais lui dire ici que notre Dieu, c'est le premier planificateur, c'est le premier programmateur. Il n'a qu'à lire Genèse 1, 1 à 31. Il va voir comment Dieu a créé le monde. Tout, Dieu pour Dieu, tout peut être. Il peut dire que le monde soit, le monde devait être. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait un plan de création. Il a commencé par ceci, il s'est attaché par là. Et dans la création, il va voir les images utilisées là-bas. C'est puis le matin, c'est puis il y a un soir, c'est puis un matin. Il y a l'image de la nuit qui revient 6 fois. C'est pour dire que le repos. Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. Il n'a pas besoin de repos, mais c'est une image pour nous. C'est semblable. Parce qu'il a fait la création, nous-mêmes, c'est la procréation que nous continuons. Nous devons mettre la nuit dans notre procréation. Nous procréons, nous nous reposons, nous procréons, ainsi de suite. Et la notion d'appréciation, c'est dans la Bible, dans la création. Il va voir aussi dans ces textes que je vais te donner, Dieu vit que cela était bon, il passa à autre chose. Dieu vit que cela était bon, il passa à autre chose. Nous aussi en procréant, j'ai un bébé, je dois apprécier d'abord ce bébé. Est-ce que c'est bon que je le laisse, que je puisse avoir un deuxième ou un troisième? Parce qu'il doit allaiter, il doit être bien nourri et bien fort, et puis je le laisse. Donc l'appréciation, c'est pour un chrétien. Et il y a aussi la notion d'appréciation définitive de décision. Et quand il avance vers la fin de Genèse et au début de Genèse 2, il va voir, Dieu vit que cela était très bon. Quand il a dit très bon, il a apprécié définitivement, il a décidé, il a fini la création. Et nous aussi, en procréant, nous disons c'est bon, c'est bon, c'est bon. À la fin, nous devons dire c'est très bon. Les nombres d'enfants que j'ai, je peux les éduquer, je peux les élever, je peux les instruire et donner un bon fruit au Seigneur. Et il va lire aussi 1 Timothée 5, 8 pour voir la prise en charge. La Bible nous dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il est plus qu'un insensé. Et même Ephésiens 6, 4, il va voir. Dieu nous dit d'éduquer les enfants. Donc, de Genèse à Apocalypse, je vais donner un petit devoir pour lui. Il va chercher les versets où on parle de l'éducation des enfants. Parce que multipliez-vous, c'est dans Genèse, au début de la Bible. Mais de Genèse à Apocalypse, il va voir qu'est-ce que Dieu dit au sujet des enfants. Il aura même peur d'avoir un enfant. Parce que, est-ce que je les garde bien ou pas? Est-ce que je suis insensé ou pas? Donc, je vais dire aux frères que le repos est biblique. Il peut même voir dans Deutéronome 5, 15, il verra que c'est biblique. Donc, il y a beaucoup de versets
S'il fait cette petite activité, il va découvrir le repos. À tout moment, il va aussi découvrir qu'après une activité, il faut un repos. Et même la terre ici, après avoir cultivé, il faut le mettre en jachère pour qu'il puisse produire. Donc le repos est biblique, la précision est biblique, la planification est biblique. Ce n'est pas un problème de péché. Et dans le Coran, pour nos frères musulmans, ils vont voir aussi que c'est bien écrit dans la sourate 243, si je me souviens bien, 233, 241 dans la sourate, ils vont voir que là, l'islam demande que la femme allaite l'enfant pendant 2 ans. Donc, avant 2 ans, tu auras un enfant, comme ça, tu dis allaiter l'enfant. Donc, pour les musulmans, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de discussion, c'est clair. La femme doit allaiter l'enfant pendant 2 ans. Il y a beaucoup de discussions par rapport aux chrétiens. Et voilà quelques versets que je lui ai donnés pour l'apaiser, que la planification familiale n'amène pas au péché, mais amène même l'homme à être performant, à se perfectionner devant Dieu, parce qu'il se repose, comme Dieu a dit, il apprécie, il éduque, il élève et il donne de bons fruits au Seigneur. Et Dieu prend plaisir à cette personne qui donne de bons fruits au Seigneur. Madame Mamie Kassaye vient de finir pour cette première partie les questions posées par le public. Le frère Enoch, vous avez constaté que Madame Mamie Kassaye est presque pasteur, hein? Elle s'en sort bien. Madame Mamie, c'est déjà la fin. Nous sommes vraiment avec beaucoup de regrets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quelles sont vos dernières impressions, vos derniers mots par rapport à notre rencontre de ce jour? Très contente de cette émission parce que, comme je l'ai dit au départ, je suis dans l'organisation DKT et DKT vise à contribuer significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous sommes là comme militantes dans notre pays pour aider les familles congolaises à vivre le bien-être et l'épanouissement, et aussi en partie la femme, qu'elle puisse vivre le bien-être, l'épanouissement sur les plans professionnels, sanitaires et social, socio-économiques. Et là, nous sommes vraiment les militants. Et nous disons à la femme congolaise, d'abord à l'homme congolais, de s'impliquer dans la planification familiale, d'aider la femme à planifier pour aussi le bien de toute la famille, de la communauté tout en général. Et aussi, je vais dire encore aux femmes aujourd'hui que ne suivons pas les rumeurs, confions nos personnes de santé, planifions les naissances et soyons épanouis. Et comme je dis toujours à la fin de chaque émission, donnons la vie, restons en vie. Mes chers téléspectateurs, merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre par rapport à ce nouveau magazine. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pour ce magazine de ce jour. Un grand merci à cette grande famille de DKT qui a été conviviale envers notre équipe de genre et volontariat. Un grand merci à Madame Mamie Kassaye qui a bien voulu participer à ce magazine de ce jour. Un grand merci au docteur Molano qui a programmé ce magazine que vous avez suivi. Un grand merci à la haute direction de DKT Congo qui a accepté et validé la production de ce magazine de ce jour. Quant à moi, je vous dis merci et au prochain numéro. Bye!